Je m'appelle Ernestine Langford. J'ai 81 ans, et ces mains qui tremblent parfois ont autrefois cousu des vêtements pour mes 5 enfants, crocheté des couvertures pour mes 7 petits-enfants, et fabriqué des courtes pointes qui ont réchauffé tout le quartier pendant les hivers glaciales. Mes doigts sont plus lents aujourd'hui, mais ils n'ont rien oublié de l'amour. Ils savent encore tisser des souvenirs dans chaque fil. Je vis dans un petit cottage tranquille, 2 chambres, au bord de la ville, près de l'érablière. Mon mari, Raymond, est décédé il y a 8 ans. Le cancer ne l'a pas emporté doucement, mais j'ai appris à vivre dans le silence après. Je passe mes journées entre le jardin, la chorale de l'église, et la couture, pas par obligation, mais parce que c'est ma façon d'aimer. Pas avec de grandes choses. Avec des choses vraies. C'est comme ça qu'on m'a élevée. Alors, quand ma petite fille Tasha m'a invitée à sa baby shower, j'ai passé 6 semaines à coudre une couverture pour bébé. Bleu ciel, gris pâle et crème. Chaque carré racontait une histoire. Un petit arbre brodé pour les bois où elle jouait enfant. Des notes de musique pour son père, mon fils, qui lui chantait des berceuses. Chaque point portait une prière, une mémoire. Je l'ai emballé dans du papier de soie lavande et noué avec un ruban en dentelle que j'avais conservé de ma robe de mariée. Je n'ai pas grand-chose. Ma pension suffit à peine. Mais cette couverture, je savais qu'elle allait toucher son cœur. La baby shower a eu lieu dans un espace événementiel en centre-ville. Moderne, béton, plantes en plastique. Ils appelaient ça bohème chic, mais pour moi, c'était froid. Je souriais, je jouais le jeu. Puis vint l'heure des cadeaux. Elle a ouvert le mien vers la fin. J'étais au bord de ma chaise, les mains serrées, le cœur battant. Elle a déplié la couverture à moitié, a regardé son mari Mika, puis Harry. Oh, mamie, c'est mignon, mignon à l'ancienne. Quelqu'un a ricané. Quelqu'un a chuchoté. Elle l'a fait à la main. Mika a souri. La prochaine fois, envoie juste de l'argent. Ce serait plus simple. Ils ont tous ri. Pas méchamment. Mais suffisamment fort pour que je sente mes joues brûler. Mon souffle s'est bloqué. J'ai eu l'impression d'être effacée. J'étais là. Invisible au milieu d'eux. Comme si je ne comptais plus. La couverture n'a même pas été posée sur la table d'exposition. Je suis partie avant le gâteau. Personne ne m'a arrêtée. Chez moi, assise dans ma cuisine, je regardais mes paumes calleuses. Les mêmes mains qui avaient bercé Tasha quand elle avait la coqueluche. Les mêmes mains qui avaient tenu son père quand il est né. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Et j'ai su que je ne serais plus jamais invisible. Pas pour Tasha. Pas pour Mika. Pas pour personne. Parce que ce n'était pas qu'une couverture. C'était une déclaration. J'ai ouvert le tiroir sous le téléphone et sorti une lettre. Celle que je n'avais jamais envoyée. Celle qui allait tout changer. La lettre était pliée en 4, jaunie sur les bords, glissée sous une pile de vieilles factures et de coupons périmés que je n'avais jamais eu le cœur de jeter. Je l'ai sortie avec des doigts tremblants. Pas d'adresse, juste un mot à l'encre délavée. Pardonne. Je l'avais écrite 22 ans plus tôt, le soir où Raymond m'a avoué qu'il avait perdu presque toutes nos économies dans une affaire douteuse avec un soi-disant ami. J'étais tellement furieuse que j'ai failli partir. Mais au lieu de faire mes valises, j'ai écrit cette lettre. Pas à lui. Pas à moi. À la femme que je deviendrais peut-être un jour. Celle qui aurait tout perdu et qui devrait décider si elle garderait sa colère, ou si elle en ferait autre chose. Je ne l'ai jamais envoyée. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Mais je l'ai relue ce soir-là, après la baby shower, pendant que la maison était silencieuse et que la couverture gisait dans un coin, abandonnée, comme quelque chose de honteux. Et les mots ont résonné différemment cette fois. Si tu lis ceci, c'est que tu as été humilié. Oublié. Ou que tu as eu l'impression que ton amour ne comptait pas. Mais écoute-moi, tu n'es pas la couverture. Tu es le fil. Plus forte que tu ne crois. Faite pour rassembler les morceaux, même quand tout s'effondre. Et si personne ne voit ta valeur, alors couds une nouvelle histoire, pas pour te venger, mais pour te sauver. Je l'ai pliée lentement, comme si elle pouvait se déchirer. Quelque chose en moi s'est réveillé. Pas de la rage. De la clarté. Peut-être que le moment était venu de coudre autre chose. Le lendemain matin, je suis allée en ligne. Et là, je l'ai vu.
Ma couverture. En vente. 15 $. Couverture faite main, jamais utilisée. Ils n'avaient même pas pris la peine de la donner à une œuvre de charité. Ils avaient essayé de la vendre. C'était la goutte de trop. Je n'ai pas confronté Tasha. Pas encore. J'ai plutôt conduit jusqu'en ville et poussé la porte de Stitch et Root, la petite boutique de couture tenue par Norine, une femme qui se souvenait toujours de mon prénom. Je me suis inscrite à un atelier communautaire, courte pointe de mémoire. Gratuit. Ouvert aux seniors. Pensé pour transmettre nos histoires par le tissu. Mais moi, je ne voulais pas transmettre. Je voulais reprendre. Nous étions 6 dans l'atelier. Toutes des femmes. Toutes de plus de 65 ans. L'une venait de battre un cancer. Une autre avait perdu son fils. Une autre encore était en fauteuil roulant, avec 3 ex-maris et aucun regret. Quand vint mon tour de parler, j'ai dit la vérité. Je m'appelle Ernestine Langford. Ma famille s'est moquée d'un cadeau que j'ai fait avec amour. Alors je vais créer quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Et je vais l'offrir à quelqu'un qui ne l'oubliera jamais. Un silence. Puis la femme aux ex-maris a souri. Eh ben, on va faire de la magie. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant des semaines, on s'est retrouvés chaque jeudi. On a partagé du thé, des histoires, des blessures, de l'espoir. Je me suis mise à coudre une nouvelle couverture. Pas pour Tasha. Pas pour un petit enfant. Pour moi. Avec des morceaux de chemise de Raymond. Un bout de mon voile de mariée. Même un carré de la couverture que Tasha avait rejeté, découpé, réinventé. Mais je ne cousais pas que du tissu. Je cousais un plan. Et tout a commencé avec une seule chose. Une lettre. La ville préparait son centenaire. Et il cherchait une pièce maîtresse pour la salle du centre communautaire, quelque chose de venu du cœur. Je connaissais la présidente du comité. Je leur ai proposé ma couverture. Mais à une condition. Que l'histoire derrière soit affichée à côté. Ils ont accepté. Parce qu'on ne dit pas non à une vieille dame au sourire doux. Et j'ai écrit cette histoire avec la même précision que mes aiguilles. Pas de nom. Juste des vérités. Et elle se terminait ainsi. Cette couverture a été moquée par ce trop jeune pour comprendre le poids de l'amour. Aujourd'hui, elle vit dans un lieu où personne ne peut la vendre, l'oublier ou la rejeter. Elle est cousue dans le cœur d'une ville qui se souvient de ses aînés. Le jour de l'inauguration, il y avait des caméras. Des rubans. Un petit reportage à la télé locale. Tasha m'a envoyé un message. Mamie, c'est ta couverture dans le centre? Tu as vraiment écrit cette histoire? Je n'ai pas répondu. Parce que certaines choses ne méritent pas de réponse. Mais ensuite, quelqu'un a frappé à ma porte. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Il était 19h42, juste après que la bouilloire ait sifflé. Je venais de me servir une tasse de camomille et de commencer à plier le linge quand j'ai entendu frapper. 3 coups discrets, hésitants, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre de devoir rester ou partir. Je n'ai pas bougé tout de suite. À Elmbrook, les visites sans prévenir sont rares. Et rarement bonnes nouvelles. J'ai posé ma tasse et jeté un œil par la fenêtre. C'était Tasha. Seule. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, elle a toujours été grande comme son père, mais quelque chose dans sa posture était affaissé. Sa tête baissée, une main serrant son téléphone comme une bouée. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas souri. Mamie, dit-elle doucement, je peux entrer? Je me suis écartée. Elle est entrée dans le salon, a vu la courte pointe inachevée sur le fauteuil, et a baissé les yeux comme si elle avait vu un fantôme. Elle s'est assise. Elle avait l'air d'une petite fille qui s'attendait à être grondée, mais qui ne savait même plus par où commencer. Je savais pas qu'il publierait l'histoire, dit-elle, la voix tremblante. Tout le monde en parle. Les gens m'envoient des messages, ils me taguent. C'est vrai, dis-je calmement. Elle hocha la tête, se mordit la lèvre. J'ai pas mis la couverture en vente pour être méchante. On avait juste pas de place. Et Mika a dit. Mika a dit que vous pouviez vous moquer de l'amour et vous en sortir comme ça, dis-je en la coupant. Je sais, souffla-t-elle. Je n'ai pas compris. Je croyais que c'était juste un truc de mamie. Je ne savais pas que ça comptait autant.
Je me suis assise en face d'elle, les mains jointes. Tu ne voulais pas le savoir. C'est différent. Silence. Puis elle sortit quelque chose de son sac, un paquet enveloppé de papier brun. Je l'ai racheté, dit-elle. La couverture. Je l'ai récupérée de la femme qui l'avait acheté. J'ai payé 2 fois plus. Je suis désolée de l'avoir laissé partir. Elle posa le paquet sur la table entre nous. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas regardé. Je ne la veux pas, ai-je dit doucement. Elle fronça les sourcils. Mais, mamie. Je ne la veux pas, répétai-je. Parce qu'elle ne t'appartient plus non plus. Elle me regarda, perdue. Je l'ai découpée, dis-je. J'ai cousu des morceaux dans une nouvelle couverture. Quelque chose de plus fort. Qui porte la douleur et la leçon. Celle du centre, demanda-t-elle. Je hochai la tête. Elle est plus grande que nous deux maintenant. Elle vit dans un lieu où on ne peut ni la vendre, ni l'ignorer, ni l'effacer. Elle détourna les yeux. Je voulais pas te faire de mal. J'étais stupide. Non. Tu étais négligente. C'est pire. Un long silence. Puis elle releva les yeux. Comment je peux réparer ça? Je me suis penchée. Tu ne peux pas. Elle écarquilla les yeux. Tu vas vivre avec, dis-je doucement. Tu vas le porter avec toi. Et si tu veux vraiment honorer ce que tu as perdu, tu commences par faire attention. Aux gestes. Aux gens. Tu écoutes. Tu arrêtes de mesurer l'amour à sa praticité. Elle hocha la tête lentement. Puis elle sortit une autre enveloppe de son manteau. On a reçu ça ce matin, dit-elle. Tu devrais le lire. Je pris l'enveloppe. Pas d'expéditeur. Juste mon nom, tapé proprement. À l'intérieur, une feuille de papier crème, épaisse. Et une signature. La mère de Mika. Cette femme qui, un Thanksgiving, m'avait dit dans ma propre cuisine, « Vous êtes trop présente. Laissez-les vivre leur vie. » Elle avait écrit 5 mots. Vous aviez raison depuis le début. Et, agrafé au bas de la lettre. Un chèque. 25 000 $. Tasha pâlit. Je savais pas qu'elle avait fait ça. Je regardai le chèque. Puis ma petite fille. Parce que l'argent ne répare pas les trahisons. Mais parfois, il permet de tisser un nouveau fil. Surtout quand il vient de la dernière personne qu'on aurait imaginée. Je suis restée longtemps à la table de la cuisine après le départ de Tasha, le chèque encore en main. 25 000 $. Imprimé avec une précision froide, presque irréelle. Mika, lui, ne m'avait jamais offert une tasse de thé. Et sa mère? Pas une seule carte d'anniversaire en 20 ans. Jamais un merci. Juste des critiques voilées et des regards condescendants. Et maintenant, elle me reconnaissait. Pas avec des mots. Avec un acte. Ce n'était pas un chèque de culpabilité. C'était un acte de reconnaissance. Je pliai le chèque et le glissai sous la lettre que j'avais écrite à moi-même, celle du tiroir. Puis je fis du thé. Camomille, encore. Puis je pris un crayon. Et j'écrivis une liste. Pas une liste de courses. Une liste d'actions. Parce qu'avec une lettre, une courte pointe et 25 000 $, une vieille femme comme moi pouvait bouleverser un monde qui croyait qu'elle ne servait plus à rien. Le lendemain matin, je suis allée en ville et j'ai fait 2 arrêts. Le premier, à la banque Elmbrook Bank et Trust. Le directeur, Félix, était jeune, poli, le genre à dire « Madame », même quand ses baskets valaient sûrement plus que mes meubles. Je voudrais ouvrir une fiducie, lui ai-je dit. Pour vos petits-enfants, demanda-t-il. Non, ai-je répondu. Pour les grands-mères. Il cligna des yeux. Pardon. Je me suis penchée, la voix ferme. Il y a beaucoup de femmes comme moi ici. On a élevé des enfants, pansé des genoux, nourri des familles entières. Et on est remercié par le silence. Une visite par an. Un appel quand ils n'ont rien d'autre à faire. Il hocha lentement la tête. Je veux créer un fonds communautaire. Modeste pour commencer. Un cercle de couture, un atelier de transmission de savoir, un espace où les femmes comme moi peuvent créer avec leurs mains. Et vendre ce qu'elles font. Parce que personne ne rit quand il y a une étiquette avec un prix. Il me regarda quelques secondes, puis sourit.
Nous avons ouvert un compte ce jour-là. Je l'ai appelé le fil qui lit. Et ce n'était que le début. Mon deuxième arrêt fut au journal local The Elmbrook Sentinel. Je demandai à voir la rédactrice en chef. Elle s'appelait Lucinda. Une femme de mon âge, coupe argentée impeccable, regard vif. Elle me reconnut immédiatement. Madame Langford, dit-elle. Votre couverture, l'histoire a touché beaucoup de monde. Je lui souris. Alors peut-être qu'il est temps de coudre encore quelques vérités dans cette ville. Elle m'invita à m'asseoir. Je veux écrire une chronique, dis-je. Chaque mois. Elle haussa un sourcil. Un article style vie quotidienne. Non. Une leçon de mémoire. J'ai souri. Appelez sa lettre du porche. Des réflexions brèves. Des vérités de femmes qu'on n'écoute plus, mais qui vivent encore. Lucinda me fixa un instant, puis déclara, voilà peut-être l'âme que ce journal attendait. On se serra la main. Et je suis reparti chez moi le cœur droit. Cette semaine-là, j'ai reçu une douzaine de lettres manuscrites. Des femmes que je connaissais à peine. Anciennes collègues, amies d'église, voisines lointaines. Elles avaient lu l'histoire de la couverture. Certaines avaient pleuré. L'une d'elles écrivait « Vous avez dit ce que je n'ai jamais osé dire ». Une autre « Ma petite fille a laissé mon écharpe faite main dans une station-service. Elle a dit que c'était moche. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai tout lu 2 fois. Puis j'ai cousu une deuxième couverture. Celle-là était différente. Chaque carré était une voix. Un chagrin. Une phrase oubliée. Un souvenir rejeté. Et celle-là, je ne l'ai pas accrochée. Je l'ai emmenée à la galerie d'art locale. Et je l'ai vendue. 12 cents. Content. À la fin du mois, Tasha revint. Avec Luna, sa fille, ma petite fille. Un bébé rose, curieux. Tasha ne resta pas longtemps. Juste assez pour me serrer la main et murmurer. J'ai lu ta chronique. Je l'ai imprimée. Pour que Luna la lise un jour. Je souris, embrassai la joue de l'enfant, et ne dis rien. Parce que parfois, le pardon n'a pas besoin de mots. Il a juste besoin d'être vu. Le soir, je me suis assise sur mon porche avec ma tasse de thé. Le chant des grillons, l'odeur des pins, la chaleur douce de l'été. Et j'ai pensé à cette première couverture. Celle qu'ils ont moquée. Et à cette vérité, le rire peut vous briser, ou vous renforcer. Tout dépend de ce que vous décidez de faire ensuite. Moi, j'ai choisi de bâtir un mouvement. Avec une aiguille, un chèque, et une colonne vertébrale. En octobre, les arbres d'Elmbrook semblaient en feu. Rouge cuivre, or profond, orange brûlé, comme si le ciel avait versé ses secrets sur chaque feuille. Mais ce n'était pas la saison qui faisait parler la ville. C'était nous. Le fil qui lit n'était plus juste un compte en banque. C'était devenu un lieu. Un local lumineux au cœur de la ville. 2 pièces repeintes en jaune tendre. 8 grandes tables en bois. Une enseigne au-dessus de la porte. Les mains fabriquent l'histoire. Ce n'était pas un musée. Ce n'était pas une boutique. Mais pour les 12 femmes qui y entraient chaque semaine, c'était une cathédrale. Elles venaient avec leurs fatigues, leurs blessures invisibles, leurs sacs de tissu. On les accueillait toutes. Miss Evelyn apporta une boîte remplie de morceaux de chemise de son mari décédé. Elle ne les avait pas touchés depuis 6 ans. Ensemble, nous en avons fait une couverture souvenir pour sa petite fille. Gloria cousit des phrases que sa mère répétait. Redresse ton dos, bébé, ou la fierté ne paie pas les factures, mais elle nourrit l'âme. Nous avons accroché ces phrases sur ce que nous avons appelé le mur de l'héritage, une courte pointe qui ne serait jamais vendue. Chaque femme qui entrait cousait un carré. Même moi. Le mien disait simplement. Ils ont ri. J'ai cousu. Mais il n'y avait pas que des femmes. Un jour, un garçon poussa la porte. À peine 20 ans. Casquette sur les yeux. Timide. Ma grand-mère a lu votre article. Elle peut plus venir. Mais elle m'a donné les jeans de mon grand-père. Je sais pas coudre, mais je voulais vous les donner. On lui a fait coudre les bords d'un tablier. Il est reparti inscrit comme bénévole du jeudi. On l'a surnommé le garçon du fil. Et à Elmbrook, un garçon qui coud aux côtés des grands-mères? Ça veut dire quelque chose.
Une semaine plus tard, le téléphone a sonné. La mairie. Ils avaient reçu du courrier. Pas des plaintes. Des lettres de soutien. Des dizaines. D'anciens habitants, de lecteurs, de professeurs à la retraite. Ils voulaient que le fil qui lie devienne une association officielle. Avec subvention, statut, reconnaissance légale. Je suis resté sans voix. Puis j'ai souri. Parce que les larmes sont faciles. Le changement? Ça, c'est du travail. J'ai appelé Tasha. J'ai vu la nouvelle, dit-elle. C'est incroyable, mamie. Mon patron veut faire un don. C'est gentil, dis-je simplement. Silence. Puis, tu crois que je pourrais coudre un carré sur le mur de l'héritage? J'ai hésité. Puis j'ai dit, j'aurai un cerceau prêt jeudi. Et je le pensais vraiment. Parce que la rédemption ne se dit pas. Elle secoue. Elle est arrivée tôt. Avec Luna dans un porte-bébé et un morceau de tissu rose pâle. Ses mains tremblaient. Elle m'a demandé 2 fois comment enfiler l'aiguille. Elle piquait trop fort. Mais elle cousait. Quand elle eut terminé, son carré disait. Elle m'a donné sa chaleur. Je lui ai donné un rire. Je suis là pour comprendre la différence. Ce n'était pas droit. Les lettres dansaient. Mais c'était vrai. Et pour la première fois depuis des années, j'ai revu ma petite fille. Pas l'influenceuse. Pas l'épouse pressée. La petite fille qui montait sur mes genoux après les orages pour me demander « Tu crois qu'on va au paradis ?» Je lui ai dit « Il ressemble un peu à cet endroit. » Elle a ri. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un rire qui blesse. C'était un rire qui guérit. Le soir, j'ai éteint les lumières du centre. Et avant de partir, je suis resté devant le mur de l'héritage. 53 carrés. 53 histoires. Toutes cousues par des mains qu'on disait trop vieilles, trop lentes, trop effacées. J'ai souri. Parce que je savais la vérité. Quand le monde ne veut plus écouter les femmes âgées. Nous n'osons pas la voix. Nous levons l'aiguille. Et nous cousons quelque chose qu'ils ne pourront jamais ignorer. Tout a commencé par une enveloppe. Pas un message, pas un appel. Une enveloppe crème, au papier épais. Pas d'adresse retour, juste mon nom, écrit en lettres élégantes. Je l'ai ouverte du bout de l'ongle, pensant d'abord à un mot de remerciement, peut-être une demande de discours au club des aînés. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a coupé le souffle. Un en-tête formel. Musée d'art populaire américain, New York. La lettre venait d'Abigail Lorne, conservatrice du musée. Je ne la connaissais pas. Mais elle, visiblement, me connaissait. Chère Madame Langford. Votre histoire, votre couverture, et votre voix ont voyagé jusqu'à nous. Nous avons découvert votre projet grâce à une revue de patrimoine régional, puis à une newsletter de la Guilde des quilteuses de l'État. En lisant, nous avons été profondément touchés. Nous serions honorés d'exposer votre mur de l'héritage dans notre prochaine exposition. Vie cousue, histoire d'Amérique en tissu. Cette exposition mettra en lumière les artistes textiles qui racontent des histoires de mémoire et de résilience. Tous les frais seront pris en charge. Votre présence à l'inauguration serait un privilège. Mes jambes ont vacillé sous le poids de ces mots. New York. Moi. Une grand-mère du Kentucky, veuve, quilteuse autodidacte. Invitée dans un musée national. J'ai raconté la nouvelle aux femmes du centre le jeudi suivant. Il y eut un silence. Puis Miss Evelyn se leva et applaudit si fort que ses lunettes en tombèrent. « New York, ma belle !» cria-t-elle. « Tu ferais mieux d'emporter ta robe de l'église. » Mais ce n'était pas une histoire de robe. Ni même de musée. C'était ce que ça représentait. Nous n'étions plus des femmes oubliées. Nous étions exposées. Honorées. Écoutées. J'ai appelé Tasha. Pas pour me vanter. Pour l'inviter. J'ai un billet en trop, lui ai-je dit. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, d'une voix basse, « Tu es sûre de vouloir que je sois là? » « Je veux que ma petite fille soit à mes côtés, » ai-je dit. Pas celle qui a vendu mon amour. Celle qui apprend ce que signifient les histoires. Tasha a pleuré. Et j'ai su que c'était oui. L'ouverture eut lieu une semaine plus tard. Nous avons pris l'avion ensemble, moi dans un pull bleu marine et mes plus belles perles, Tasha avec Luna,
qui dormait contre sa poitrine. New York était bruyante, rapide, étourdissante. Mais pour la première fois, je ne m'y sentais pas petite. Parce que dans cette galerie au mur blanc, parmi toutes ces œuvres modernes, le mur de l'héritage trônait en majesté. Chaque carré illuminé comme une prière. La plaque disait « Cette couverture est née dans le silence. Elle chante aujourd'hui avec 53 voix. Cousue par des femmes autrefois invisibles, exposée avec honneur. Fondée par Ernestine Langford, 81 ans, qui transforma la douleur en fil et le fil en pouvoir. » Les visiteurs pleuraient. Un homme murmura « Je n'ai pas appelé ma mère depuis 3 ans. Je vais le faire ce soir. » Une femme avoua « Ma grand-mère quiltait. On a jeté ses pièces. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je n'en avais pas besoin. La couverture parlait pour moi. » Le soir, quand tout le monde était parti, Tasha et moi sommes restés quelques minutes. Rien que nous deux. Et Luna, qui s'éveillait. « Elle s'en souviendra, ai-je dit. »« Oui, » répondit Tasha, émue. « Et je lui dirai tout. Le rire. La blessure. Et la réparation. Je lui dirai tout de la femme qui m'a appris que l'amour ne se mesure pas à ce qui est simple, mais à ce qui est fait de nos propres mains. » Je lui ai pris la main. Et nous avons regardé le mur. Pas comme grand-mère et petite-fille. Comme 2 femmes, liées par le fil, la mémoire, et la décision de recommencer. Au retour, tout avait changé. La mairie déclara le 14 novembre comme la journée du fil à Elmbrook. La banque élargit notre fonds. Et une professeure mit en place un cours de couture inspiré de notre histoire. Mais surtout, les femmes du centre vinrent désormais avec leurs petites filles. De petites mains apprenant à tenir une aiguille. Des adolescentes cousant des initiales en écoutant, en silence, des histoires qu'elles prétendaient ne pas aimer, mais qu'elles ne manquaient jamais. Et chaque carré cousu depuis l'exposition, on les fait maintenant en fil doré. Pour se souvenir que parfois, l'héritage le plus puissant se tisse dans le silence. 6 mois s'étaient écoulés depuis que le mur de l'héritage avait été exposé à New York. 6 mois depuis que Tasha avait cousu son carré. 6 mois depuis que j'avais cessé de me sentir invisible. Elmbrook avait changé. Pas à l'extérieur, la même boîte aux lettres bancales devant la poste, les mêmes chiens qui aboient après les vélos. Non, ce qui avait changé, c'était le regard des gens. Et ça me faisait peur. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue. Et je savais que lorsqu'on commence à être vu, on risque de tout perdre. C'est là que la lettre est arrivée. Pas d'un musée. D'une maison de vente aux enchères. Artisan et Ashworth, une société réputée à Philadelphie, spécialisée dans l'art populaire et le patrimoine. Ils avaient vu l'exposition. Lu mes chroniques. Et ils voulaient présenter ma seconde couverture, celle faite des phrases des femmes, des morceaux de chemise, des souvenirs oubliés dans leur prochaine vente. Ils pensaient qu'elle pourrait atteindre les 5 chiffres. Je suis restée assise sur ma balançoire, la lettre sur les genoux, le soleil du soir réchauffant mes genoux comme une vérité douce. Je devais choisir. Vendre la couverture et utiliser l'argent pour le fil qui lie? Ou la garder, comme un trésor vivant, un témoignage sacré? J'ai appelé Tasha. Elle a répondu immédiatement. Mamie, dit-elle. Je pensais justement à toi. Je lui ai parlé de l'enchère. Elle a haleté. Il pense qu'elle vaut autant. Il pense que nous valons ça, dis-je doucement. Elle se tut un moment. Puis demanda, et toi? Tu veux faire quoi? Je regardai l'horizon. Les champs étaient dorés. Un faucon planait au loin. Je veux montrer à chaque femme qu'on a ignoré que ce qu'elle crée a de la valeur. Alors vends-la, dit Tasha. Alors je l'ai fait. La maison de vente m'a invité à Philadelphie. Tasha est venue aussi, avec Luna, qui marchait maintenant en titubant, joyeusement instable. La couverture était exposée comme un bijou, derrière une vitre, baignée de lumière. À côté, une plaque disait « Cousu par les femmes oubliées d'Elmbrook, Kentucky, guidée par Ernestine Langford, quilteuse, veuve, grand-mère et fondatrice. Cette œuvre porte les voix que l'on n'a jamais entendues, cousues dans la permanence. » Les enchères commencèrent à 2 000 $. À 8 000, je ne respirais plus. À 11 000, Tasha me serra la main.
À 17 500, quelqu'un murmura derrière moi. Ce n'est que du tissu. Et à 21 000 $, le marteau tomba. Vendu. Après la vente, l'acheteuse est venue vers moi. Une femme. La quarantaine. Bâton de marche à la main. Sûre d'elle, mais douce dans le regard. Je viens de Tulsa, dit-elle. Ma mère était couturière. Une immigrée. Elle m'a élevée avec des morceaux de tissu et une volonté d'acier. Elle est partie il y a 2 ans. Et je n'ai rien gardé. Pas un foulard. Pas une tête d'oreiller. J'ai tout donné, pensant que c'était sans importance. Elle caressa la vitrine. J'ai compris trop tard. Alors cette couverture, je vais l'accrocher dans un lieu que je construis. Un refuge pour femmes. Survivante. Aidante. Grand-mère. Elle en sera le cœur. Je l'ai prise dans mes bras. Et pour la première fois depuis des années, j'ai laissé partir quelque chose. Pas par douleur. Par confiance. De retour à Elmbrook, l'argent transforma tout. Nous avons quitté le sous-sol de l'église pour un bâtiment entier. 2 étages. Un ascenseur. Un atelier pour les jeunes et les aînés. Une salle d'exposition. Une archive vivante. Nous avons lancé des ateliers gratuits, couture, narration, gestion financière, protection des œuvres. Et chaque femme qui entrait signait un registre intitulé « Nous avons été là ». Parce que c'était vrai. Parce que nous y sommes encore. Et moi? Je suis toujours sur mon porche. Mon thé toujours tiède. Mes mains toujours douloureuses quand il pleut. Mais j'écris. Pas seulement pour le journal. J'ai commencé un livre. Un vrai. Pour raconter la vérité des femmes comme nous, celles qu'on a ignorées, moquées, effacées et qui se sont relevées quand même. Le titre? La couverture qu'ils ont moquée. Tasha m'aide à le corriger. Elle dit que Luna le lira un jour. Et je la crois. Parce que la fille qui a vendu mon amour pour 15 $ apprend maintenant à sa fille à enfiler une aiguille. Et chaque soir, avant de dormir, elles murmurent ensemble. L'amour, ce n'est pas ce qui est facile. C'est ce qu'on fait. C'était l'anniversaire de la baby shower. 1 an jour pour jour depuis ce rire. Je me souvenais du son comme s'il résonnait encore dans ma cuisine, pas un rire cruel, non. Un rire léger. Un rire d'indifférence. Du genre à dire, tu es vieille. Tu n'es plus utile. Ton amour ne vaut rien. Et pourtant, ce soir-là, je me tenais debout. Pas effacée. Pas ignorée. Mais bien droite, derrière un pupitre, dans la grande salle du nouveau centre Le Fil qui lit rebaptisé depuis peu Salle Ernestine Langford, comme le dit fièrement la plaque en laiton à l'entrée. Devant moi, 72 femmes. Certaines en fauteuil roulant. D'autres sous assistance respiratoire. D'autres encore accompagnées de leurs filles et petites-filles. Toutes visibles. J'ai pris une inspiration. Et j'ai parlé. Il y a 1 an, j'ai cousu une couverture. Un cadeau. Pour quelqu'un que j'aimais. J'y ai mis des souvenirs, des prières, du coton doux, et une vie entière d'amour silencieux. Ils ont ri. On m'a dit, la prochaine fois, envoie juste de l'argent. Je me suis arrêtée. Un sanglot discret, quelque part dans la salle. Et j'ai continué. Cette phrase m'a hantée pendant des mois. Puis j'ai compris. L'argent se dépense. Il disparaît. Mais ce que nous faisons avec nos mains, notre temps, nos histoires, ça dure plus longtemps que tous les billets du monde. Silence. Puis, ils ont dit, envoie de l'argent la prochaine fois. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé de l'argent à la banque pour ouvrir un fonds. J'ai envoyé de l'argent pour financer des ateliers, pour les femmes oubliées. J'ai envoyé de l'argent pour acheter des machines, des aiguilles, du fil. J'ai envoyé de l'argent pour lancer des bourses pour des grand-mères rurales. J'ai envoyé de l'argent pour publier un livre qui est déjà en rupture dans 5 États. Je me suis approché du micro. Oui, je l'ai fait. J'ai envoyé de l'argent. Mais ce que je n'ai plus jamais envoyé, c'est le silence. Les applaudissements furent immédiats. Pas polis. Tonitruants. Après la cérémonie, une petite fille s'est approchée. 9 ans. Des taches de rousseur. Une dent en moins. Elle tenait un sac en tissu qu'elle avait cousu elle-même, plein de paillettes et de fils mal tendus. Elle me l'a tendu.
À l'intérieur, un petit carré de tissu rose, avec des lettres cousues de travers. Il disait, les mamies savent tout. Je l'ai serré si fort qu'elle en a ri. Ce soir-là, de retour chez moi, assise sur le porche, je tenais ma tasse de thé entre mes mains. La camomille avait refroidi. Tasha a appelé. J'ai lu ton discours, dit-elle. Tout le monde en parle à la clinique. J'ai juste dit la vérité, ai-je répondu. Un silence tendre. Puis elle a dit, j'ai envie de refaire une couverture. Une vraie. Avec Luna. Tu nous aideras? J'ai souri. J'ai déjà préparé la salle de couture. Et on a cousu. Moi, Tasha et Luna. 3 générations autour d'une même table. 3 femmes, 3 paires de mains. Le silence, le fil, la patience. On ne parlait pas beaucoup. On n'avait pas besoin. Chaque point disait tout ce que les mots ne peuvent pas. Je te vois. Tu comptes. Je suis faite de toi. Et cette fois, quand la couverture fut terminée, elles ne l'ont pas rangée dans un placard. Elles l'ont accrochée. Juste à l'entrée du centre. Au-dessus, une plaque en lettres dorées. À la grand-mère qui nous a appris que l'amour n'est jamais perdu. Alors, quand ils ont dit, la prochaine fois, envoie juste de l'argent, ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Parce que je l'ai fait. Et j'ai tout changé. Pas par vengeance. Par grâce. Et aujourd'hui, quand les gens entrent dans notre centre, ils ne voient pas juste des couvertures. Ils voient des histoires. Ils voient de la force. Ils voient moi. Et ça, c'est le point le plus précieux de tous.